Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors les symétries en physique ont un sens beaucoup plus large que dans le langage courant. Même si pour les quelques cas dont on parle dans le langage courant, ce sont bien des symétries telles qu'envisagées aussi en physique. Par exemple, dans le langage courant, on parle de la symétrie gauche-droite. Le fait que nous soyons à peu près symétriques, sauf par le cœur bien entendu, mais visuellement. Et le miroir est un exemple de renversement par symétrie, une symétrie gauche-droite dans le miroir. De même, on envisage parfois les symétries par rotation quand on regarde une fleur avec ses pétales bien symétriques. C'est le genre de symétrie que l'on envisage. En physique, c'est plus large. On considère toute transformation réversible, plus exactement, sur un ensemble de transformations. Si on prend une transformation, la transformation dans l'autre sens est aussi une transformation de ce type. Et de même, la combinaison de deux transformations donne une troisième transformation de ce type. Si cet ensemble de transformations agissent sur des coordonnées comme les positions ou le temps, ou sur des variables internes au système, alors c'est une telle transformation, les équations inchangées, invariantes, dans ce cas-là, le système continue à se comporter exactement de la même manière. On parle alors de transformation de symétrie. Un exemple simple, ce sont les déplacements dans l'espace. Si on déplace le système, mais également tout ce qui peut l'influencer, on déplace absolument tout d'une certaine distance. À ce moment-là, on obtient la même situation, mais un peu plus loin. Le système va évoluer de la même manière, tout simplement, les résultats vont aussi être décalés dans l'espace. On parle alors de symétrie par translation dans l'espace. Il en existe tout d'autres, j'ai parlé des rotations par exemple. De telles symétries sont dites des symétries continues. Parce qu'on peut faire un déplacement de n'importe quelle distance, la variable distance est continue. Elles ont un rôle très important en physique. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont les symétries discrètes. Alors les symétries discrètes ont un nombre fini de transformations. L'exemple, c'est le miroir. C'est gauche-droite ou droite-gauche. Ou bien on laisse ça changer, ou bien on inverse. Il y a donc deux transformations, dont une qui ne change rien. C'est donc, dans ce cas-là, on parle de symétrie discrète. Alors en particulier, il y en a trois qui vont nous intéresser. D'une part, il y a ce qu'on appelle la symétrie P, grand P. C'est ce qu'on appelle la symétrie par parité. Elle consiste à inverser, par rapport à un point, toutes les positions par rapport à ce point. Donc on a un point, et on inverse toutes les positions dans tous les sens par rapport à ce point. Donc la coordonnée x devient moins x, etc. À la différence de la symétrie miroir, qui est assez proche, la symétrie miroir, c'est juste une inversion par rapport à un plan, le plan du miroir. L'image est le renversé par rapport au plan du miroir. Ici, c'est par rapport à un point que l'on fait cette inversion. Ensuite, il y a la symétrie T. La symétrie T, c'est le renversement du temps. Donc ça, c'est P. Le renversement du temps, c'est T en moins T. C'est une symétrie dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Et enfin, il y a la symétrie C. C'est pour conjugaison de charges. En fait, ça revient à inverser, donc à changer le signe, de toutes les charges. Les charges électriques, mais aussi les charges de couleur, que nous avons vues, et d'autres charges, comme les charges faibles, associées à l'interaction faible, etc. Donc on inverse toutes les charges. En fait, faire cette opération revient à échanger particules et antiparticules. Une antiparticule, ce n'est rien d'autre que les particules, mais avec les charges changées de signe. Ce n'est ni plus ni moins, c'est les particules comme les autres, simplement leurs charges ont un signe opposé. Plus exactement, c'est la transformation CP qui fait ça. Conjugaison de charges et parité, mais peu importe.
Les antiparticules ont les mêmes masses que les particules, etc. La seule chose qui change, c'est leur charge électrique, leur charge de couleur, etc., qui est inversée. J'en avais parlé aussi quand j'avais parlé des quarks et des antiquarks. Ainsi, le positron, qui est aussi appelé anti-électron, est exactement identique à l'électron, sauf qu'il a une charge électrique positive. Il y a l'antiproton, l'antineutrino, etc., etc. Le photon est identique à son antiparticule. Donc l'antiphoton, c'est le photon. C'est dû au fait que le photon n'a absolument aucune charge. Et donc, sous la transformation, le photon reste le photon. Toutes les antiparticules ont été observées. En fait, l'ensemble des particules forme ce qu'on appelle le modèle standard, particules et antiparticules, plus le boson dit de Higgs, qui donne la masse aux particules élémentaires. Vous en avez sûrement entendu parler, l'actualité est assez récente, et toutes ces particules ont été observées et antiparticules. On peut aussi combiner C, P et T, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, comme je viens de le dire pour CP, on fait une conjugation de charge et une transformation par parité. Dans ce cas-là, on fait une transformation CP. Et on peut aussi faire un renversement du temps en plus. Dans ce cas-là, on fait CPT. Et la transformation CPT joue un rôle majeur en physique. Et il existe un théorème qui dit que cette transformation est toujours une transformation de symétrie. C'est-à-dire que le système transformé par C, P et T en même temps se comporte de la même manière. C'est un théorème assez complexe qui est une conséquence directe des postulats de la relativité et de la mécanique quantique. Si vous avez la relativité et la mécanique quantique, alors CPT est respecté. Mais si la combinaison des trois est respectée, est-ce que séparément, est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce que les systèmes sont symétriques sous la parité, sous le renversement du temps ou sous la conjugaison de charges? Sont-elles respectées séparément? C'est le cas, ça a été vérifié expérimentalement, c'est donné aussi par des équations, pour l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique et l'interaction forte, l'interaction nucléaire. Ça a été vérifié, et d'ailleurs j'en avais déjà parlé, par exemple, en disant que l'électromagnétisme de la gravité était réversible, c'est-à-dire invariant sous une transformation T. Mais l'interaction faible est différente. Les particules ont une propriété qui est appelée le spin. Alors, un spin, ça veut dire to spin, en anglais, c'est tourner, comme une toupie. Et il y a une certaine analogie avec la rotation d'une toupie, une particule qui tournerait sur elle-même. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on est dans le monde de la mécanique quantique, mais disons que, grosso modo, ça correspond à ça. Cette quantité, le spin, est quantifié, comme souvent en mécanique quantique. Le photon a un spin égal à 1, en théorie, en réalité multiplié par la constante de Planck divisée par 2π. L'électron, le neutrino, le proton, le neutron ont des spins 1,5. Alors à partir du spin, on peut définir une quantité appelée hélicité. Alors qu'est-ce que c'est? On a une particule qui tourne sur elle-même, et en même temps, elle avance. Et donc, en fait, en tournant, en avançant, elle trace une ellipse. Une hélice, pardon. Pas une ellipse. Elle trace une hélice. Et on montre aussi en mécanique quantique que l'hélicité doit être quantifiée de la même manière. Donc 1 pour le photon, 1,5 pour l'électron, par exemple. Et il y a deux sens possibles à cette hélice. Ça peut être soit une hélice droite, comme pour une vis ou pour un tire-bouchon. On parle d'hélicité droite. L'autre sens est appelé l'hélicité gauche. Quand vous regardez vers la particule par l'arrière, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour la droite et dans le sens inverse pour la gauche.
certains outils, essentiellement anglais d'ailleurs, ont des rotations gauche. Par exemple, pour les électrons, on a des électrons qui ont une hélicité droite ou une hélicité gauche. L'expérience, par contre, montre que pour des neutrinos, on ne trouve que des neutrinos gauche. Il n'y a pas de neutrinos droit. Leur hélicité est toujours gauche. Inversement, un antineutrino est toujours d'hélicité droite. Toujours. Alors, on a longtemps... Alors, ça veut dire que si on effectue une opération par parité, alors la parité va inverser l'hélicité, puisqu'on inverse tout. Donc, un pas à droite devient un pas à gauche, sous la transformation par hélicité, comme dans un miroir aussi d'ailleurs. Et donc, si on fait une transformation par P, le neutrino gauche devient un neutrino droit. Oui, mais les neutrinos droits n'existent pas. Donc, la physique n'est pas invariante sous la transformation P. De même avec la conjugaison de charge. Si j'ai un neutrino gauche, et que j'effectue une opération de conjugaison de charge, j'obtiens un antineutrino gauche. Oui, mais les antineutrinos gauche n'existent pas, ils sont toujours droits. Et donc, P et C violent, on dit fortement, sont violés fortement. En fait, je n'ai pas parlé d'interaction ici, mais c'est bel et bien lié à l'interaction faible. On peut montrer que c'est lié à l'interaction faible. C'est les neutrinos dans les interactions c'est dans les interactions faibles qu'on constate cette violation, et c'est comme ça qu'elle a été mesurée. Avec des désintégrations bêta, par exemple, la radioactivité bêta. Par contre, si j'effectue à la fois une conjugaison de charge et une parité, donc CP, alors ça fonctionne. Le neutrino gauche, avec C et P, devient un antineutrino droit. Et là, c'est correct. Et donc, CP est respecté. On a longtemps cru d'ailleurs que CP était respecté de façon parfaite. Pendant fort longtemps. Et puis, on a découvert le méson K. Alors, le méson K, c'est une particule massive qui a été découverte dans les grands accélérateurs de particules. Donc, on envoie des particules se heurter avec une énergie considérable, une vitesse énorme. Ils se heurtent et dans le choc, E égale mc2, il y a production d'un tas de particules et on peut étudier les propriétés des particules et des interactions. Et on les appelle particules étranges, les mésons K, parce qu'elles contiennent un quark dit étrange. En fait, j'ai dit que les protons et neutrons étaient composés des quarks up et down, haut et bas. Mais en fait, il y a 6 quarks. Il y a des quarks plus lourds, instables, ils se désintègrent pour redonner les quarks plus légers, up et down. Ces quarks sont le quark dit étrange, charme, beauté et sommet ou top. Oui, ça fait très poétique. Il est évident que lorsque les physiciens ont imaginé les quarks, ils étaient dans une phase poétique. Puisque quark, déjà, c'est un nom très bizarre, dont la seule occurrence avant cela était une pièce un peu surréaliste. C'est une phrase qui dit « Three quarks for Mr. Mac ». Et c'est la seule occurrence qui existait. Et ils ont appelé ça quark, et alors charme, beauté, c'est extraordinaire. C'est assez poétique. Évidemment, tout comme la couleur, ça n'a évidemment rien à voir avec le charme réel ou la beauté réelle. Et l'étrangeté, elle, par contre, avait été donnée parce qu'en observant les propriétés de ces particules, elles avaient des comportements étranges que les physiciens avaient du mal à expliquer. D'où le nom de particules étranges et de quarks étranges. Il se fait que K viole un peu la symétrie CP. Il viole un tout petit peu, pas beaucoup. Un autre méson le fait aussi. C'est le méson B. Lui est composé d'un quark beauté. Donc le K est composé d'un étrange et d'un anti-étrange, puisque c'est un méson, rappelez-vous. Et le B est composé d'un beauté et d'un anti-beauté. Lui aussi viole un peu la symétrie CP. Un peu moins d'ailleurs. Mais on sait que la symétrie
CPT est toujours respecté. Si on applique aussi une symétrie T, alors ça doit être respecté. Donc si CP est légèrement violé, alors T doit être aussi légèrement violé pour compenser cette violation, pour que le total soit conservé, soit invariant. Et donc, le meson K doit violer la symétrie T. Ça a été vérifié par après. On a d'abord constaté pour CP, puis on a vérifié pour T. Il y a donc une violation de T. Et donc, les mésons K et B violent le renversement du temps. Voilà une situation d'irréversibilité qui n'a apparemment rien à voir avec la physique statistique et qui donc pour nous est particulièrement intéressante. C'est la première fois ici dans cette présentation que je vous dis, voilà, ça c'est pas la physique statistique. Donc, dans la prochaine vidéo, on va examiner le meson K de beaucoup plus près pour essayer de voir où peut se cacher l'origine de ce phénomène. Je vous remercie.